Alors, je me suis demandé si j'allais pas changer de sujet parce que j'ai suivi un atelier sur la programmation et eu un tel sentiment d'intelligence que je vous faire partager ma propre programmation mentale. Mais non, je pense que les gens là me surveillent. Alors, c'est un peu paradoxal. J'avais parlé avec un des animateurs, peut-être pas le bon mot, mais de ces journées au téléphone. Et m'a dit, il y a égalité, puis vous allez parler de la famille. Moi j'ai dit, c'est quand même très simple. Hein. Si on veut, on n'est pas obligé de le vouloir, mais si jamais vous adhérez à l'idéal de l'égalité, quelles que soient ses formes, hein, des chances, des places, une seule solution, l'abolition de la famille. Et pas beaucoup plus compliqué. Donc, on va faire des rustines et tout, mais il faut savoir, et c'est une chose importante, que nous vivons dans des sociétés, quand je veux dire des fois des choses, des fois je le dis, il ne faut pas le prendre totalement au premier degré, mais l'avantage peut-être, je ne sais pas si c'est vrai, mais quand j'étais plus jeune, j'étais bien élevé dans la religion catholique. Et normalement, il y avait un principe directeur qui s'appelait Dieu. Il a quand même eu du mal parce qu'il en a quand même fait 3. Hein. Donc, c'est rien dit que Dieu Père, Jésus-Christ et Saint-Esprit étaient toujours d'accord. Mais admettons qu'il y a un Dieu unique, puisqu'on est dans des religions monothéistes, au moins il y avait un principe directeur. Nos sociétés sont caractérisées par le fait que nous avons des valeurs importantes, mais qu'il n'y a pas de principe de coordination entre elles. Donc chacun va bricoler, et socialement on bricole. Donc la famille, qui a un statut relativement d'évidence, hein, la plupart des philosophes refusent sur le fond d'en discuter. Quand ils en discutent, parce que la proposition de l'abolition de la famille, hein, c'est de le remplacer. Donc là, on applaudit, quand je dis on applaudit la famille éventuellement. Et puis, il n'y a qu'une seule solution pour la remplacer, c'est un orphelinat généralisé. Bon, là, d'un seul coup, généralement, ça flotte un peu. Même moi, hein, je dois le dire. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que principe d'égalité, y compris, je n'ai pas écouté François Dubel, mais je vois quand même ce qu'il veut dire, je le connais bien, mais si on prend quand même l'imaginaire de l'égalité, il est notamment intergénérationnel. Ça serait de souhaiter, hein, c'est de penser que, souhaiter donc, que chacun d'entre nous pourrions décider de la place que nous avons au moment où nous arrivons dans la société. Or, en fait, la plupart du temps, on décide un petit peu. On peut faire psycho au lieu de faire sociaux. Moi, j'ai décidé, après d'avoir fait psycho, de faire sociaux. On n'a pas enchanté mes parents, mais j'ai pas fait un grand pas. Hein. J'ai fait un petit pas qui m'a donné l'impression d'être grand, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc, je reviens à ça. La plupart d'entre nous, toutes nos chances, et la Suisse est exactement comme la France, puisqu'en mars 2019, le Conseil supérieur suisse de la science le confirme. D'ailleurs, j'étais étonné en le lisant, parce que c'était comme si c'était une nouvelle importante. Mais oui, il y a de fortes chances qu'on puisse définir en partie statistiquement le destin des gens en fonction de leur origine sociale et culturelle. Et c'est, en tout cas pour moi en tant que sociologue, la fonction universelle de la famille. La fonction anthropologique, éventuellement, en tout cas pour Lévi-Strauss, c'était l'inceste. On ne parle pas que, c'est peut-être très bien, il ne s'agit pas de savoir si les fonctions universelles sont bonnes ou mauvaises. La fonction universelle de la famille, c'est de mettre de l'ordre entre les générations. L'ordre entre les sexes, vous savez qu'on en parle en ce moment, éventuellement, ça n'a jamais été l'obsession première, hein, l'ordre de la famille, sinon il n'y aurait pas eu beaucoup de bonnes familles par rapport à ça. En revanche, c'est de faire en sorte qu'il y ait de l'ordre. Donc la famille, c'est le maintien de l'ordre entre les générations. Et il n'y a pas de tirage au sort, en fin de compte. Notre position dépend en partie,
alors c'est jamais 100%, mais en très grande partie de notre origine familiale. Donc la famille est à l'origine, c'est sa fonction, de créer l'inégalité. Alors c'était formidable la famille dans l'Ancien Régime. En France, on l'appelle l'Ancien Régime avant la Révolution. Pourquoi? Parce que, comme on voulait de l'ordre, entre les générations, l'égalité n'était absolument pas un objectif, la famille était justement considérée, et c'est pour ça, je vous invite à faire bien attention à cette expression, que dans les sociétés traditionnelles, la famille est la cellule de base de la société, puisque elle-même, elle est remplie la fonction principale. Dès qu'on passe dans la modernité, il va y avoir le maintien de la famille, puis on en parle un petit peu, mais sous tension, puisque sur le fond, idéalement, on devrait être tous orphelins, dans l'idéal démocratique. Vous allez me dire, pourquoi vous êtes resté si longtemps dans un truc sans... C'est parce que j'avais un objectif. Comme c'est un truc, un cul-de-sac, c'était plus facile que je sois un spécialiste européen du cul-de-sac familial. Alors, il y a une grande ambiguïté, vous allez le comprendre. Moi, j'ai été élevé en sociologie au départ par Bourdieu et Passeron. En 1964, leur premier livre, qui a été un gros succès, y compris dans le débat social, ça s'appelle Les héritiers. Donc, pour mettre en place la notion sur laquelle je reviendrai d'héritage culturel. Les héritiers, c'est un livre de critique. Les héritiers, c'est pour dénoncer l'héritage. Pour dénoncer l'héritage. Dans les sociétés d'Ancien Régime, une bonne société, c'est une société dans laquelle l'héritage fonctionne bien. Et dans nos sociétés, contradiction. À la fois, l'héritage fonctionne bien, mais il fonctionne donc en contradiction avec l'idéal de l'égalité et de la démocratie. Donc voilà, il y a de l'embarras, on ne sait pas bien quoi en faire. Alors, le deuxième énoncé, dans cette partie-là, ne cherchez pas forcément le plan, hein. C'est que le miracle du monde social, c'est que, comme vous le savez, la famille a changé de forme. Moi, j'ai commencé ce sujet de la famille en 1970. Je peux vous dire que, même après 68, on ne pensait pas tout ce qu'on a vu, et en plus, c'est pas fini. On est en plein débat, hein, en France, pour ceux qui ne le savent pas, PMA pour toutes, y compris pour femmes seules. C'est quand même des assez gros changements. Donc, il y a eu des gros changements, et le miracle social sur lequel j'attire votre attention, qui n'est jamais dit par les conservateurs, jamais, c'est que la fonction universelle de la famille, malgré ce désordre absolu, les formes familiales et tout ça, est quand même un bazar, il faut qu'on invente des nouveaux mots et tout, ne s'est jamais aussi bien porté. C'est-à-dire que la probabilité qu'un enfant hérite les positions de ses parents, et à mon avis, dans quelques années, les tableaux montreront la probabilité d'hériter de ses parents homosexuels, créeront de l'inégalité tranquille, comme si c'était des parents hétérosexuels. Il n'y a pas vraiment de différence à ce niveau-là. Donc, diversité des formes familiales et stabilité de la fonction universelle. C'est pour ça que la plupart des sociologues ne sont pas inquiets. On les voit peu dans la rue, sauf pour compter les gens qui défilent, parce que sur le fond, malheureusement, ça ne touche pas. La famille peut changer de forme, de manière quand même assez importante, et ça ne change pas, justement, ce qui est le cœur de sa fonction, qui serait cette fonction de créer de l'inégalité, c'est-à-dire des conditions inégales de transmission. Le problème, c'est qu'en sociologie, on est d'ailleurs imbattable là-dessus, il y a encore des livres qui sont sortis le mois dernier pour analyser ça. Bon, une fois qu'on a dit ça, de toute façon, et je m'en excuse auprès de tous ceux qui travaillent et tout pour un peu modifier ou rectifier quelque peu les choses, mais
en fin de compte, à ma connaissance, il n'y a pas de proposition de rectification à part l'abolition de la famille. Parce que le reste, c'est des petites choses à la marge. Je vais prendre un exemple qui n'est pas propre à la Suisse, parce que je ne pense pas que vous ayez forcément le même système de scolarité. En France, sans que ça ait été décidé, officiellement, la scolarité était jusqu'à l'année dernière à 6 ans. 98% des enfants de 3 ans sont scolarisés, donc ils rentrent à l'école à 3 ans. Donc ici, indépendamment de pourquoi ça s'est fait et tout, une des solutions, donc la révolution c'est l'abolition, et puis une des solutions qu'on entend, je ne le dis jamais comme ça, hein, mais une des solutions qu'on peut entendre quand on écoute des discours politiques, et je ne m'en moque pas, c'est de faire des réformes douces, c'est-à-dire puisque l'inégalité est née dans la famille, continuons à valoriser la famille, les familles, et tout, et puis, en pensant notamment aux familles plus défavorisées, prenons leurs enfants le plus jeunes possible. Donc, à défaut de faire de l'orphelinat, on les prend à 3 ans. Alors, en France, il y avait un mouvement sur 2 ans, là, les psychologues ont dit que c'est peut-être un peu tôt, il faudrait créer et tout, mais crèche plus, c'est-à-dire moins l'enfant est chez lui, et plus il a de chance, si je reprends mot à mot, hein, tous les discours politiques au sens large, hein, c'est plus il aura de chance d'entendre enfin, il aura plus de chances d'entendre davantage de mots, puisque dans sa famille, il n'a que 300 ou 400 mots, mettons, tandis que là, si les institutions étaient bien pensées, va passer à 800 mots, donc petite réduction des inégalités. Donc ici, c'est une des choses, malheureusement, à la fois c'est dans ce sens-là, mais c'est jamais pensé complètement, parce que la famille a un côté en même temps totalement intouchable. Hein. La famille dit au pluriel, mais ça ne change pas la chose, comme vous le comprenez. Ça va être de faire des réformes pour que les enfants soient d'une certaine façon le moins socialisés par la famille. Petite remarque, puisqu'on est aussi dans des logiques de formation, un des grands problèmes, y compris de la sociologie classique, comme celle de Bourdieu-Passon, puis aussi de la psychanalyse notamment, c'est que, si vous avez déjà vu un texte, je vais me faire attaquer un peu prochain, mais quand même, j'ai l'âge. On fait toujours comme si on était dans le cadre d'une socialisation, on a papa-maman, on peut mettre papa sur le côté et tout, mais que la socialisation primaire, c'était la socialisation familiale. Bon, si on prend notamment des enfants parisiens, j'habite proche de Paris et tout, partie des enfants, c'est ni bien ni mal, hein. Du point de vue d'ailleurs que je développe, c'est pas forcément si mal, même si après c'est critiqué. Un enfant peut rentrer à l'école assez tôt le matin, être pris assez tard, le mercredi ou les jours, il y a du périscolaire, maintenant il y a du parascolaire à l'intérieur de l'école, puis le périscolaire pendant les vacances, etc. Et donc la part de la socialisation familiale, elle n'est pas énorme. Énorme au sens, elle est quand même fortement diminuée par rapport au modèle de la famille précédente, de la femme au foyer. Mais ce qui reste mystérieux dans tout ça, c'est que même la diminution objective dans la plupart des pays européens de la socialisation familiale, en fait, n'a pas non plus totalement perturbé l'héritage familial. On ne sait pas bien comment ça doit être la nuit que ça se passe. Non, mais ça reste assez mystérieux. Et donc, tous les autres types de discours, ça peut être, sont généralement, on va dire, plutôt des améliorations à la marge. Alors ça, je pense que Tubé a dû développer. C'est notamment si on ne change pas le système en même temps, parce que non seulement il faut abolir la famille, il faut casser l'école. L'école telle qu'elle fonctionne, en tout cas en France, c'est-à-dire une école fortement hiérarchisée, de telle sorte, à ce niveau-là, Bourdieu pas son nom, c'est que, justement, ce qui est transmis dans un certain nombre de familles, c'est ce qui est validé comme valeur supérieure à l'école. Donc il y a un couple
lui qui n'est pas sous tension d'une certaine façon. Donc on peut toujours améliorer, c'est ce qui se fait. Par exemple, Sciences Po à Paris va proposer qu'il y ait quelques postes. Donc moi je suis dans une banlieue mixte, hein, dans le 9-3, donc on va dire que dans le lycée de Montreuil, il y ait quand même 2 places pour Sciences Po. Ça modifie individuellement des chances d'accès. Socialement, ça ne change rien à la reproduction sociale. C'est-à-dire que le contenu de l'école, tel qu'est Sciences Po, quand je dis Sciences Po, c'est parce qu'en France, c'est grande école ou université, hein, si je ne peux pas prendre mon exemple, parce que même l'université de Paris est tellement en dessous que les gens sup. Hein. On a de temps en temps dans un amphi. En fait, il y a quelqu'un qui a une mention bac, très bien, bien, qui correspond au bac de ma génération, en termes de probabilité de génération. Alors de temps en temps, il y en avait un qui s'était égaré, mais sinon, ils ne sont pas là. Hein. Par contre, si on le demande dans une classe prépa, tout le monde lève la main. Donc en fait, le miracle, et ça aussi c'est une chose compliquée, c'est que la transformation de la famille, elle est traitée généralement aussi de manière indépendante. Alors là, on déroule les trucs par cœur, enfin par cœur pour moi, qui me fatigue, monoparental, homoparental, etc. Donc ces formes composées et tout. Et en fait, là, le grand changement depuis les années 60, c'est la scolarisation obligatoire et le couple que forment la famille et l'école. Puisque, en partie, on va y revenir, tout va se jouer, tout s'est joué à partir des années 60, et ça commence un peu avant, par le fait que le capital sur le marché qui assure globalement les meilleures positions, c'est plus le capital économique du genre mon épicerie, ma petite entreprise ou mes champs, c'est-à-dire des sociétés qui étaient antérieurement indépendantes, mais on est passé dans des sociétés dans lesquelles la légitimité de la position dépend du statut, et derrière le statut, alors naturellement à l'université c'est plus manifeste encore, c'est justement le diplôme que, bon Dieu passeront, donc le capital scolaire. Alors ce capital scolaire, il est terrible. Il est terrible. Non, mais l'autre avant aussi a été terrible. Hein. Mais il est terrible pour une raison qu'on a sous-estimée au départ. Alors vous ne l'avez pas sous-estimé, vu la plupart d'entre vous, votre âge. J'ai un des plus âgés. Dans les années 62-63 en France, je ne peux pas vous dire pour la Suisse, hein, très honnêtement, il y a eu un grand mouvement de bascule, de telle sorte qu'en fait, tout le monde est rentré en 6e. En 62-63, tout le monde est rentré en 6e. Avant, 98% des enfants du peuple continuaient leurs études sur une voie, on peut appeler carrage, dans lequel ceux qui étaient bons passaient le certificat d'études primaires, qui était un diplôme pour l'élite ouvrière, on pourrait dire, pour les enfants de l'élite ouvrière. Et puis il y avait un ou deux boursiers qu'on recevait, mais il y avait une grande porte. En 62-63, on a ouvert les portes. Et donc la course, d'une certaine façon, puisque dans tous les milieux, même s'il y a des inégalités, il peut quand même y avoir, bien entendu, des enfants, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le paradoxe, et c'est aussi pour ça que ça s'est durcifié, d'une certaine façon, la fonction familiale au moment où elle était en train de changer, c'est que toutes les familles sont rentrées en concurrence. Moi, j'ai connu l'avant. Hein. J'ai connu l'avant parce que j'ai dû rentrer en 6e, en 58, donc avant que les portes soient ouvertes. Donc, c'était... oui, les portes étaient vraiment fermées, puisque j'étais dans une école de quartier. Quand je suis rentré en 6e, j'ai été obligé de quitter le quartier, puis c'était une école populaire, catholique, bien évidemment. Je suis rentré dans une école catholique, bourgeoise, parce que de toute façon, il n'y avait que bourgeois ou petits bourgeois. Hein. C'était pas forcément des très riches, une petite ville de province. Et donc, au moment, quand les portes se sont ouvertes, bien entendu, progressivement, s'est mis en place des logiques de concurrence.
Alors au départ, on a parlé de démocratisation de l'enseignement, et puis aujourd'hui, je pense que plus personne n'ose dire ce mot, on a parlé de massification. Pourquoi? Parce que la concurrence des familles, je veux dire, par rapport aux années d'avant, donc que j'ai quand même connu, il n'y avait pas vraiment de concurrence, puisque je n'étais pas en concurrence avec les autres enfants, puisqu'on les avait quittés. Eux avaient un destin d'un côté, et nous, bon, il y avait une inégalité à l'intérieur de la production des classes moyennes supérieures, mais rien. Tandis que là, maintenant, il y a la course, donc éventuellement, je ne sais pas, il faudrait prendre exactement les formes, mais ça n'a pas changé, hein. Les enfants, là c'est donc mars 2019, la Suisse. Les enfants de parents ayant une formation académique ont 7 fois plus de chances d'aller au gymnase et 5 fois plus de chances de suivre une formation académique que ceux dont les parents ont un faible niveau de formation. Et c'est parce qu'en fin de compte, on a ouvert des portes. Parce qu'avant, si vous réfléchissez dans les années 50, on n'arrivait même pas à ce genre de pourcentage, puisqu'il aurait été... C'était pas 7 fois, c'était... Donc il y a eu des changements, mais de telle sorte qu'il y a des formes de diversification. Et un des éléments, en tout cas très sensible en France, j'ai des doutes que ça ne se passe pas en Suisse, en tout cas c'est en train de se passer en Chine, quand on y va et tout, c'est en fin de compte que beaucoup de choses se passent à l'école, mais pas tant de choses que ça. En fin de compte, comme il y a beaucoup de temps libre, on l'a vu et tout, les vacances, etc., c'est une des grandes parties de la différence entre le destin scolaire des enfants se joue par les matières non scolaires. Je pense à Annie Ernaux le dit à sa façon plus ancienne. Je vais donner un exemple personnel comme ça. J'ai une petite maison de campagne qui jouxte une maison où il y a 2 enfants. Quand ils avaient le même âge que mes enfants, on passait l'été dans cette petite maison de campagne, 60 km de Paris, hein, ce n'était pas un désert et tout. Pour mesurer les écarts, quand je suis arrivé dans cette petite ville, 60 km de Paris, il y avait une fête au village. Le premier prix, par exemple, c'était un voyage à Paris. J'ai compris que le monde est... Donc mes petits voisins, je pense maintenant, ils sont l'âge de mes enfants de 30 ans, n'ont jamais été à Paris, la probabilité qu'ils aillent à Paris est sans doute de 0. Et ils ne sortaient pas de l'été de leur cours. Il y avait une espèce de cours jardin, même pas pour aller au supermarché. Si on comparait au même âge ce que fait un enfant, et à 15-16 ans c'est pareil, hein, ce que fait d'autres enfants, et tous les écarts, en fin de compte, sont très grands. Donc la concurrence entre les familles s'est durcifiée à l'intérieur de l'école en créant des hiérarchisations, comme vous le savez. Je vais vous donner un autre exemple en France. C'est ni bien ni mal, hein, c'est comme ça. Pour être dans des bonnes sections, normalement, il faut prendre la langue allemande plutôt qu'anglais en 6e. Bon, je ne sais pas comment ça a pu être inventé, une chose pareille, parce que comme vous le savez, la langue allemande, c'est vraiment utile dans la mondialisation. Aucun enfant n'apprend le chinois, hein, globalement. Alors un jour, j'ai demandé à mon petit-fils, je lui ai dit, dis donc, au fait, tu fais allemand? Bon, il sait que je pose des questions bizarres, hein. Et alors je lui ai dit, pourquoi tu fais allemand? Papa, il me dit, il me regarde d'un air, encore une question, m'appelle Nono. Nono. Bah, il fallait bien que je sois dans une bonne classe. Il ne m'a pas dit l'allemand c'est formidable. Jamais il m'a dit ça, hein. Et je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup d'enfants en France qui aiment l'allemand. La question ne se pose pas. Pour être dans une bonne section. Donc on invente. Et si un jour le ministre, et c'est pour ça que c'est pas facile d'être ministre, si un jour le ministre dit, je ne sais pas, je vais supprimer l'allemand, comme ça on va supprimer les bonnes classes, on sera sûr, les parents et certains enseignants trouveront des modalités, peut-être ça sera sur la programmation. Oui, là, on a un temps d'avance, sur la programmation, donc sur n'importe quoi. Parce que la différence n'a aucun fondement, sinon de créer de la différence.
Bon, je trouve que l'éclairage aurait pu être un tout petit peu plus nerveux, mais bon. Là, déjà, je parle d'abolir la famille, la lumière s'éteint progressivement. C'est ambiance fin du monde. Oui, peut-être que le monde va mourir avant la famille. Alors, une des questions sur lesquelles on peut discuter, si vous voulez, c'est quand même que ce que je vous dis, intuitivement, tout le monde le sait, que c'est la famille. Pourquoi? Parce qu'on se mobilise. C'est normal, moi, je n'ai pas rien fait sur mes enfants. Hein. J'ai beau dire l'égalité, moi aussi, j'y adhère et tout. Il ne faut pas croire que je suis en dehors du social. Mais j'en ai honte. Mes 3 enfants ont fait allemand, première langue. Hein. C'est pour ça que j'étais à l'aise pour le demander à mon petit-fils. J'avais pourtant essayé de faire chinois. Mais non, parce que ça n'a pas de sens. Ça a un sens sur l'avenir que les Chinois n'imposeront pas l'allemand dans les négociations quand ils seront vraiment la première nation. Moi qui fais l'assessment en Chine, non. Ils imposeront le chinois. Là, on verra les ratés de l'institution scolaire. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que, sur le fond, on a beau le savoir, c'est pour ça que ça traverse chacun d'entre nous, hein, d'une certaine façon. Alors en France, vous savez que dans l'enseignement public, il y a des cartes. Normalement, j'habite tel endroit, et donc j'ai le droit à tel collège pour mes enfants. D'accord? Tout le monde voit ça. Bon. Comme, bien évidemment, on est des gens intelligents, on a quand même inventé l'enseignement privé, de telle sorte que, ah, le collège de Montreuil n'est pas bon, donc je me mets dans l'enseignement privé. C'est cool, l'enseignement public officiellement obéit à la règle, et tous les parents qui ont les moyens peuvent contourner les choses. À Paris, dans Paris Centre, ah, merci. Ah, ça va quand même, moi, parce que ça m'est arrivé assez rarement, mais m'endormir au micro, ça va. Alors, non, l'avantage c'est que maintenant, si je m'endors, comme je dirais, mais non, c'est un temps de méditation. Là, il est moderne. Alors, comme ça dépend du logement, eh bien, par exemple, plein de chambres d'étudiants en plein Paris sont vides, mais servent d'adresse pour que les parents puissent s'inscrire dans les bons lycées. Donc, vous avez la carte. Et puis, vous avez, les prix des logements sont beaucoup plus chers près des bons lycées publics, là, je parle là, etc. Donc, de toute façon, on sait contourner, parce que, je vais prendre une image, bon, je n'ai jamais osé l'écrire, mais vous avez un capital. Prenons donc l'analogie avec Bourdieu. J'ai un capital économique de 10 000 euros. Un peu plus peut-être, mais bon, 10 000 pour l'instant. Et j'ai 2 banques. Il y a une banque qui s'appelle Caisse d'épargne en France, qui vous dit 0,5% par an, à peine l'inflation. D'accord? D'ailleurs, la banque pour les pauvres. Hein. Et puis, il y a des banques, admettons que je trouve, parce que je suis un peu habile, que je trouve une banque qui m'offre 10%. Pour quelle raison? Même si je trouve triste qu'il y ait des pauvres et tout, et que les riches sont des méchants, je risque de mettre mes 10 000 euros dans la banque des 10%. Pas vous, mais moi, hein, je parle. J'ai jamais lu, même dans les journaux de gauche français, comme quoi il faut boycotter les banques avec des taux de rémunération. Tout le monde trouve ça normal. Ben, l'école, c'est pareil, il y a des écoles qui sont caisse d'épargne et d'autres écoles qui ne sont pas caisse d'épargne. Ben, une partie des parents qui ont les moyens de mettre leurs enfants dans les écoles non caisse d'épargne les mettent. Alors les sociologues font des livres de dénonciation et sans mauvaise conscience, je peux vous dire que leurs enfants sont dans des écoles non caisse d'épargne. Généralement, les plus virulents sortent eux-mêmes des écoles non caisse d'épargne. C'est presque fascinant. Donc ici, vous voyez bien, on aime c'est mon enfant, et puis de l'autre côté, un principe de l'égalité. Bon. Moi, ma mère avait une solution qui était miracle. Malheureusement, j'ai des doutes des fois, mais
c'est pas grave parce que au paradis, les premiers seront les derniers. Donc, ça, il y avait quand même un côté qui nous donnait un peu le moral. Maintenant, bon. Alors, ici, donc, en fin de compte, ce que je voulais dire, c'était qu'on a beau le savoir, le ministre de l'Éducation nationale va faire son travail officiel avec le discours égalité des chances, même s'il ne le fait pas et que bon, c'est compliqué et tout, mais officiellement, lui, il défend cette valeur. J'ai jamais vu un ministre de la Famille défendre cette valeur, puisqu'ils ne s'autodétruisent pas, les ministres. Donc, on attend. Donc, il y aura une petite boîte qui circulera. C'est pas pour mettre un billet pour le conférencier, mais c'est donnez-nous des idées, si vous êtes contre l'abolition de la famille, qui puissent le contourner. Très honnêtement, c'est rustine, tout ce qu'on trouve. Alors, ça ne veut pas dire... Rustine, il n'y a pas de mépris, c'est-à-dire qu'on peut sauver le destin de quelques enfants, il y a des pédagogies formidables, mais les résultats ne sont pas nécessairement en termes d'égalité. Alors, deuxième temps, reprenons le moral légèrement, c'est que donc, vous l'avez compris en une seule phrase, les transformations de la famille n'ont amélioré en rien, voire détérioré l'égalité entre les familles. Deuxième proposition, les transformations de la famille ont eu un effet important, celui des transformations de l'égalité dans la famille. Mais ce n'est pas parce qu'il y a plus d'égalité dans la famille que malheureusement ça a des effets sur l'égalité entre les familles. Hein. Donc c'est deux logiques. Il y a deux logiques un peu parallèles. Alors cette transformation, je vais faire un peu... je ne contrôle rien moi. Hein. On va faire des petits signaux. Vous éteignez la lumière et comme ça. A compris. L'égalité dans la famille, ça c'est, même s'il y a encore des limites, hein, je finirai, mais globalement, c'est là que se situe le grand changement. Même au-delà, à mon avis, même des formes familiales, ils sont un changement important, mais le grand changement, c'est effectivement les transformations internes à la famille, caractérisées, en fait, globalement, s'il fallait trouver un fil, par le déclin, et je ne suis pas réactionnaire, même si des réactionnaires pourraient le dire sous cette forme, le déclin du père. Le déclin du père. Alors j'ai trouvé un monsieur de Lausanne, ça c'est le régional de l'étape, j'espère qu'il n'est pas dans la salle, ni ses enfants, et qui a sorti un livre qui s'appelle Bref de psy. Alors, donc, on a exactement les mêmes en France. Hein. On n'échange pas Naouri contre Valterio. Ils disent la même chose, mais ils ont le droit. Hein. Donc ici, justement, ils ne se trompent pas d'une certaine façon. Ce qui est curieux, c'est de dire, en fin de compte, tout va mal. On ne sait pas, ça veut dire tout va mal, puisque vous avez vu, tout va très bien. Hein. Les familles ne sont pas à ce point-là inquiètes. Hein. Les familles riches, elles sont tranquilles. Hein. Les prochaines présidentielles, il y a peu de chances que ce soit un grand traumatisme. Non, mais peu importe, quel que soit notre candidat. Parce que même quand le candidat dit je vais la finance, de toute façon, c'est quand même elle qui gagne indirectement et tout. Et avant, je vais vous raconter une petite histoire. À un moment donné, j'étais proche des gens qui soutenaient la candidature de Hollande. Puis je lui avais fait quelques cours particuliers sur la sociologie et tout. Bon, il m'était sympathique. Mais toujours parce que je pense que c'est un père moderne. Ça n'a pas marché en tant que président. Vous avez vu que celui d'après a dit « Je deviens un père royal hein. ». Pas Ségolène, hein, père royal. Alors il y a cru. Hein. Alors, il a eu les gilets jaunes, il a vu que l'amour était... qu'on n'aimait peut-être pas les nouveaux pères, mais les anciens, on les déteste. Bon, alors, pas bien. Non, parce que pourquoi il faut penser, j'ai oublié de le dire, mais je l'ai dit indirectement,
c'est que dans la société d'Ancien Régime, en fait, le modèle social était entièrement construit autour du père. Dans la famille, il y avait le père, le chef. Le roi était le père de tous les Français, et on avait notre père, Dieu. 3. On était bien tenu dans ce temps-là. Hein. Bon, après, la Révolution, on a tué la... C'est Balzac, hein, j'adore cette phrase. Balzac dit, le jour où la tête de Louis XVI est tombée, la tête de tous les pères est tombée. Alors, en fait, c'est l'histoire, depuis la Révolution française, en France, mais il y a... On retrouve, hein, c'est le même mouvement, on n'est pas obligé. En France, on aime faire la révolution, mais même s'il n'y a pas la révolution, c'est le même mouvement du déclin. La première chose que la Révolution française fait, et on ne parle pas toujours, c'est par exemple de mettre un principe d'égalité dans l'héritage. Les filles peuvent hériter comme les garçons, voire à des débats en ce moment dans certains pays d'Afrique du Nord. Les filles héritent moitié moins, hein. Ça serait bien pour les garçons. Ben, vous voyez que donc les garçons ont perdu à la Révolution française. Et les aînés, normalement, ne devaient pas toucher plus. Moi, je suis très content, je suis petit dernier, 6e, donc j'approuve ces réformes. Mais les fils aînés ont... Alors, il y a eu aussi des techniques pour maintenir des privilèges, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire qu'en fait... Et ça, on ne le sait pas, le fils aîné, ça voulait dire le fils qui hérite. Mais si le fils aîné n'était pas bien, on désignait comme fils aîné le second. Hein. Donc, en fait, c'était le pouvoir du père, c'était qui désignait l'héritier. C'est la fonction objective du père dans l'histoire, celui qui désigne les héritiers et les fils légitimes, puisque par ailleurs, par le mariage, faire des enfants à l'extérieur, enfants légitimes, donc marmaille. Et la Révolution commence par ça. Mais j'ai oublié de dire, le 14 juillet 1789, bon, c'est non, là il y a un petit côté franchouillard, bon tant pis. Hein. J'ai mis du temps hein, à le savoir. Donc tout le monde sait, en France, c'est normal, hein, c'est que c'est la prise de la Bastille. Et après, beaucoup moins de monde, en tout cas moi je l'ai su très tard en tant que sociologue de la famille, qu'est-ce qu'il y avait à la Bastille? Ben, à la Bastille, c'était des fils qui étaient enfermés sur la demande de leur père. Donc c'est quand même très joli que le symbole absolu de la Révolution française soit justement la fin de l'arbitraire des pères. Elle pas beaucoup, hein, ça commençait à ne plus aller très bien quand même, le roi rechignait et tout, mais un fils qui dilapidait quand il avait 25 ans et tout, paf, en prison. On pourrait revenir à ça, dirait monsieur Valterio. On verra tout à l'heure, non? Mais quasiment. Hein. Et donc ici, on a toute une histoire du déclin autour de la notion de pouvoir. Donc fin du 19e, on va voir des grandes discussions sur le fait que les pères ont la puissance, qu'ils peuvent corriger leurs enfants, mais peut-être pas avec excès. Donc on va faire à la fin du 19e des lois, et puis on arrive aux discussions sur les années, à partir des années 60, la France vient juste de l'adopter, par exemple l'interdiction de la fessée. 1970, moi je me suis marié, j'ai pas eu de chance, c'était la fin de la puissance paternelle. Moi j'arrive toujours un peu tard. Fin de la puissance paternelle. Vous vous rendez compte quand même, après, on dit que la laïcité en France a toujours été pour l'égalité pour les sexes. Tout ça, c'est du mensonge total. Fin de la parenthèse. Mais fin de la puissance paternelle. Donc, il y a eu un long déclin du père pour laisser de la place à... On y reviendra, mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui de manière centrale par rapport aux femmes, mais par rapport à l'enfant. Puisque quand on est dans une conception verticale du pouvoir, le roi, Dieu et tout, quelle est la vertu absolue? Là aussi, j'ai eu de la chance, parce que j'ai été élevé, à mon avis, ma famille était un peu, c'était pas réac, hein, du tout, mais quand même tradit. Hein. Et donc, il y avait une vertu supérieure, qui fait que j'ai pu passer très facilement chez Durkheim, parce que Durkheim, étant laïque, valorisait exactement la même, enfin,
quelques années avant, moi quand même, mais valoriser exactement la même qualité. La vertu centrale dans des sociétés dans lesquelles le père est au centre, c'est la vertu d'obéissance. Or, en fait, là aussi, on a un long déclin de la vertu d'obéissance. J'ai trouvé des enquêtes américaines, c'est les seules qu'on a, où on voit vraiment descendre, à partir, l'enquête commence en 1920, mais c'était, j'allais dire, 80%, la qualité d'autonomie était à 10%, et aujourd'hui, on a quasiment l'inversion. Alors, naturellement, il peut y avoir eu des effets, on a vu que les effets sociaux, culturels n'étaient pas énormes, mais ici, on a toute une transformation qui va de pair avec ça, toujours, parce que le sujet, vous vous rappelez, c'est les transformations intérieures de la famille, c'est le fait que les mineurs historiques, c'est-à-dire les femmes et les enfants, vont avoir une nouvelle place. Et ils ont eu une nouvelle place, objectivement, diminuant la place du majeur, entre guillemets. Alors, M. Alain Valterio, je vais citer juste une phrase parce qu'elle est quand même très belle. Comme beaucoup aujourd'hui, le beaucoup, bon, c'est lui qui le dit, je plaide pour un retour de l'autorité au sein des foyers. Bon, je ne sais pas, c'est un Suisse, hein, donc je peux rien dire. Mais si en France, si on disait au sein des foyers, déjà on croit qu'on est au 19e. Hein, et là, c'est très important. Non mais il ne faut pas rire, hein, parce que c'est vraiment au cœur de mon... Ce qui est formateur pour l'enfant, c'est qu'il lève les yeux sur son père, et non que son père baisse les yeux sur lui. Alors j'ai fait tout un livre quasiment là-dessus, mais j'étais content qu'il le reprenne. Non, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire en fait, ici, c'est développé dans l'idée, dans l'éducation centrée sur l'obéissance, l'enfant se forme par l'obéissance. Et quand Durkheim me dit, quand il est devenu merveilleux Durkheim, j'adore vraiment. Mais alors, quand il dit, une fois qu'il est devenu obéissant 100%, alors il peut devenir autonome. Ah oui, il est mort. Et donc, dans un chapitre, j'ai mis du temps aussi, il a fait un chapitre, enfin, son cours sur l'éducation morale, il donne l'objectif de l'éducation, c'est l'autonomie, parce qu'il est quand même philosophie des Lumières. Puis un jour, j'ai dit, je vais quand même compter 8 chapitres sur la discipline, un chapitre sur l'autonomie. On verrouille, et l'obéissance. Je vais prendre un exemple que je vis en ce moment dans ma famille. Mais c'est pour illustrer, hein, parce que je pourrais ne pas avoir de famille, je peux quand même parler. Hein. Quand on lit les vieux manuels de puériculture des années 30, mais encore même un peu après, l'important pour l'enfant, c'était comme à l'école. Hein. On croit qu'on fait une leçon sur je ne sais pas quoi. L'important à l'école, ce qui était extrêmement difficile, hein, pour notamment les petits-fils de paysans, c'est en fin de compte, et encore difficile pour mes petits-enfants aussi, c'est de rester assis. Bon. Et donc, par rapport à ça, la discipline. La discipline, tout de suite. Donc, le biberon ou l'allaitement. Donc, le médecin mettait sur une... je ne sais pas comment c'est... je sais, parce que j'ai lu les livres de puériculture, mettons biberon, 8 heures, midi, 4 heures, 20 heures, admettons. Il est midi, votre enfant dort, il vient de se rendormir. Il faut qu'il apprenne que c'est midi, hein, parce que c'est pas midi un quart le biberon. C'est marqué, hein, parce qu'il doit apprendre la discipline. Alors si vous pensez à ces enfants, j'ai jamais osé le dire à ma mère, mais ne devez pas être très loin de ça. Hein. Et que maintenant vous regardez l'allaitement à la demande, oh là je pense qu'il a faim. Ça peut être dit là, j'ai un dernier qui vient de naître il y a 2 mois, on peut dire, oh non là ça oui, parce qu'il faut interpréter hein, naturellement les pleurs de l'enfant. Hein. On est venu à ma table, là, avant fermer la porte. Donc de l'autre côté, on ouvre la porte, donc ça veut dire que justement, toujours le problème d'être attentif à, il a quelque chose à dire.
voilà, avec un petit gribouillis. Alors le maximum du gribouillis, une fois, c'était la logique capitaliste est quand même toujours imbattable, hein, mais ça c'est pas mon sujet, c'était que les mères ou les pères de famille pouvaient envoyer leur gribouillis, et puis ça servait de fond de fauteuil. Vous asseyez sur un chef-d'œuvre de vos enfants. C'est quand même une belle histoire. Donc tout est une expression personnelle, et c'est l'enfant. Même moi qui crois des fois être moderne, entre guillemets, hein, bien entendu, mais moi, j'ai choisi mon dessert pour la première fois de ma vie quand j'ai rentré à la fac. J'adore les restaurants universitaires, pour moi c'est un souvenir absolument inoubliable. Quand je vois tout ce qu'on dit maintenant sur... Pourquoi? Parce que c'est la première fois que j'ai pu choisir un dessert. Jamais avant. Et là, un jour, je me rappelle, j'étais à garder mes petits-enfants chez eux. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Là, je suis à table. Il faudrait que les choses marchent. Programmation. Je suis là. Celui qui a 3-4 ans se lève. Il ouvre le frigo. Non, qu'est-ce que tu veux comme dessert? Pour lui, c'est quand même normal. Donc, on est passé dans une logique d'apprentissage, hein, d'autonomie progressive. Dénoncée aussi, hein, par les autres, c'est-à-dire, on n'attend pas d'être adulte pour pouvoir être autonome. On doit, par exemple, ça vous l'avez vu aussi, ça me fascine toujours, parce que moi, j'ai eu l'avantage de vivre un peu entre les deux, du genre... la veille au soir, parce qu'on sait que demain matin il y a toujours un peu de panique, on met les vêtements sur la chaise, 3-4 ans, hein. Et paf, il y a des jours c'est moi qui suis de service, donc je dis ah non, pas cette chemise-là. Et je me dis, mais à quel âge j'ai pu dire une chose pareille? Je ne suis même pas posé la question, hein, on ne se pose pas la question. Bon, le micro ne marche pas terriblement, donc c'est moi qui sais pas mon je retourne à ma place. Est-ce que tout le monde voit? Donc ici, ce qui est justement, c'est toute la qualité, cette révolution qui en France est symbolisée plutôt par Dolto pour aller vite, qui est le fait que, en fin de compte, la bonne éducation, ce n'est pas l'ensemble des couches disciplinaires qu'on met sur l'enfant, c'est d'être attentif à ce qu'il exprime pour voir, j'en parlerai demain hein, dans la conférence, sur l'adolescence, c'est naturellement plus difficile, hein, d'une certaine façon, pour voir si ce qu'il exprime n'a pas peut avoir du sens. Auparavant, un enfant qui réclamerait du temps de ma mère pour aller vite, si j'avais dit je veux pas cette chemise, ma mère aurait dit tu n'as pas le droit de faire de caprice. Toute expression personnelle était de l'ordre du caprice. Aujourd'hui, je cherche là aussi, je ferai passer une petite feuille, comment on différencie une expression personnelle d'un caprice. Très difficile. On va tendre à penser que, et donc les qualités d'attention pour voir qu'est-ce que l'enfant peut exprimer, puisqu'on est convaincu qu'il doit l'exprimer, sa singularité, progressivement dès le plus jeune âge, ce n'est pas des qualités justement de vue d'en haut. Comme ça, c'est bien au père ou à la mère de faire attention en baissant les yeux sur son enfant. Donc là, il y a un débat à la fois idéologique, mais qui a été quand même... il y a toujours des queues de bagarre, hein, mais sur le fond, toujours par rapport à ma thèse, eh bien, en fait, il y a une conviction absolue que la qualité principale pour élever un enfant, c'est en fait de prendre soin de cet enfant par la qualité de l'attention. Ça s'appelle conceptuellement du care. Ben, si vous fermez les yeux, que vous pensez d'abord que le care c'est les hommes, vraiment vous êtes perturbé. Il y en a, mais ce n'est pas la qualité. Historiquement, ils n'y sont pas individuellement, on n'est pas responsables. Hein, mais c'est ce déclin. Donc ce n'est pas des révolutions d'abord politiques, des transformations du rapport à l'enfant qui n'ont été possibles que par ce déclin dont nous vivons, à mon avis, un épisode dont moi-même j'ai été étonné, mais qui est l'autorisation, sans doute votée par l'Assemblée nationale, de la PMA, entre guillemets, comme disent les opposants, sans père.
pour femme seule. Il reste 5 minutes. 5 minutes. Les Suisses ou... Bon. Il y a un moment donné, je ne sais plus où je suis dans mes papiers. Hein. En tout cas, ce que vous... Non, mais si, c'est toujours... Alors, en fait, pourquoi, en dehors de si on regarde pourquoi la famille continue, parce que c'est une des questions. Non, avant de dire ça, en fin de compte, ce qui a changé dans les familles, certains l'ont vécu en tant qu'enfant, hein, pas moi, c'est la négociation. La négociation, c'est-à-dire en fait, l'enfant va exprimer, et puis les parents vont dire, ben non, c'est peut-être difficile, pourquoi, peut-être que tu pourrais d'abord faire ci, etc. Donc on passe notre temps à négocier, et alors j'ai appris, ma prochaine conférence, pas demain mais ailleurs, c'est que même l'État reconnaît que les parents auraient besoin, parce qu'ils sont extrêmement fatigués, d'avoir le droit à un droit de répit, parce que le burn-out parental les guette. Ils passent quand même moitié moins de temps qu'il y a 30 ans avec leurs enfants, hein, au moins. Mais pourquoi? Parce que le temps de la négociation, et on veut, c'est le principe de la règle. Mais pour ceux qui auraient été élevés, en Suisse on est plutôt protestant, hein, donc je suis minoritaire, mais si jamais il y avait un catholique dans la salle, on apprenait par exemple le catéchisme. Dans le catéchisme, il y avait des commandements. On apprenait par cœur d'abord, hein, il n'y avait pas de réflexion. Et puis il y avait des commandements. Le commandement, c'est « tu ne feras pas ». Là, aujourd'hui, difficile d'afficher les commandements qu'on mettrait sur le frigo d'une certaine façon. Parce qu'à chaque fois, oui, normalement, j'ai pas le droit de regarder, mais demain, mercredi, en fin de compte, le prof ne viendra pas demain à 9h, il viendra qu'à 10h, donc je peux peut-être obtenir une demi-heure de rab. Les étudiants en fin de semestre qui veulent une règle, et puis après, ils sont là, ils font la queue, et ils disent, oui, mais moi, en fonction de, j'ai un programme, un voyage, des placements et tout, et on négocie. On passe notre temps à négocier. Ni bien ni mal, c'est fatigant, mais c'est l'expression de valeur. Hein. Ça ne tombe pas comme ça. C'est l'idée fondamentale que l'enfant n'est pas d'abord à réformer par la discipline, mais que dans les meilleures conditions, il doit pouvoir progressivement découvrir qui il est. Donc la révolution familiale, en fait, elle se situe surtout là. Je pourrais faire la même histoire sur les femmes, même si, bien entendu, l'égalité, elle, ne s'est pas encore gagnée. Mais globalement, quand même, par exemple, une des choses que j'ai eues dans mes enquêtes, c'est de temps en temps les pères se fâchent. Ils ont comment on appelle ça? Un retour, non mais une régurgitation si c'était un bébé, mais et tout d'un coup ils se disent ah oui, autorité et tout, alors ils disent non, non, non. Et là j'ai trouvé ça plusieurs fois, les mères avec leurs enfants qui disent bah il faut bien quand même c'est pas qu'il fasse sa crise d'adolescence, il fait sa crise de père, il faut. Mais bon, c'est sa manière de s'exprimer, on la respecte. Donc ici, prochain épisode, le prochain épisode, pour que vous compreniez bien la tension, c'est que de mon point de vue, c'est ce qu'on observe là, progressivement, il y a une crise, non seulement du père, mais même du couple hétérosexuel. Il y aura de la reproduction, fonction 1 universelle. D'ailleurs, c'est déjà prouvé hein, par les travaux américains. Les Français disent qu'il n'y en a pas, mais c'est pas vrai. Une fois, j'ai vu un article, une recherche sérieuse, vraiment sérieuse, qui n'existe pas en France, sur les problèmes de différence entre les familles. Et là, il y avait famille, couple lesbien, couple gay, couple hétérosexuel. Et puis, il y avait plein de tests et tout.
Et les résultats étaient les suivants. 1, couple lesbien. 2, couple hétérosexuel. 3, couple gay. Les homosexuels n'ont pas vraiment voulu parler de l'enquête parce que ça divisait le front. Non, non, je parle sérieusement. Et les hétérosexuels étaient tellement vexés d'être deuxième, ils n'en ont pas parlé non plus. Mais en fin de compte, on n'en sait strictement rien. Et la logique de la reproduction sociale, tranquille, hein. 2 femmes diplômées ou 2 hommes diplômés engendreront au sens social du terme, des enfants qui seront plutôt... c'est déjà parti, hein, dans le 4e, eux qui seront plutôt au lycée Louis le Grand à Paris qu'au lycée de l'École. Donc tout va bien du point de vue du social. De l'autre côté, ça se passe pas mal parce qu'on arrive, malgré cette contrainte de la reproduction sociale, y compris dans à, en fin de compte, sauf pour les hommes peut-être, mais à mieux respirer. Donc le bilan fait que, globalement, la famille est restée attractive, et c'est pour ça que le mot d'ordre par lequel j'ai commencé l'abolition, je ne me ferai pas voter ce soir à cette Assemblée Générale, et je vous remercie de votre attention.